Un grand angle consacré à une enquête édifiante, plus précisément au Katanga et à la guerre oubliée de la France-Afrique contre l'ONU. Une immersion dans un conflit sanglant qui s'est déroulé au début des années 1960 dans la province du Katanga, dans l'ex-Congo belge. Le conflit, on va le voir, a opposé des casques bleus à des mercenaires qui viennent d'un pays occidental qu'on va découvrir. Bonsoir Morin Picard, merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, journaliste, correspondant à New York du journal français Le Figaro et du quotidien belge Le Soir. Alors on est en 1961 pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte international en Afrique et dans cette région du Katanga ? Dans le monde, à cette époque, c'est évidemment l'année du mur de Berlin, de l'échec du débarquement anticastriste en baie des Cochons, des expérimentations nucléaires de l'Union soviétique et des États-Unis. Donc on est dans une période de tension extrême. Et à ce moment-là, se déclenche une crise dans un endroit un petit peu inattendu, au fin fond de l'ex-Congo belge, où subitement des mercenaires blancs européens se retrouvent confrontés aux casques bleus des Nations Unies pour la première grande mission de maintien de la paix de l'ONU dans le monde à l'époque. D'où viennent ces mercenaires ? Eh bien, ils viennent de plusieurs pays, mais un groupe constitué d'environ une vingtaine, 20-25 de ces hommes, de ces officiers viennent de France. Ce sont des troupes d'élite, des soldats directement débarqués d'Algérie et qui vont causer des très gros problèmes aux Nations Unies. Alors, rappelons le contexte, on est en pleine guerre d'Algérie. Votre enquête nous parle du Katanga, mais c'est aussi un livre sur les coulisses de cette guerre d'Algérie. On est en 1961, le conflit fait rage depuis 1954. Qui sont ces hommes ? Ce sont des hommes qui dérange le pouvoir français et le général de Gaulle ? Oui, on est en janvier-février 1961. Des rumeurs de putsch courent à Alger et à Paris, évidemment, dans les coulisses du pouvoir. Et il y a ces hommes jugés dangereux par les services du régime gaulien. Et soudain se présente l'opportunité, peut-être, d'en exfiltrer quelques-uns, de les éloigner d'Alger, de les éloigner de la métropole aussi, puisque le Katanga sollicite clandestinement, très discrètement, une assistance militaire de la France. Alors le régime du général de Gaulle, le gouvernement de Michel Debré, pense faire coup double en éloignant ces officiers d'élite de la guerre en Algérie et en les envoyant aussi loin que possible aux confins de l'Afrique centrale. Alors le Katanga, c'est à l'époque une province sécessionniste, c'est bien cela, mais surtout un paradis géologique riche en cuivre et en uranium. Pourquoi la France vient-elle se mêler dans cette région ? C'est une particularité des grands accords internationaux du 19e siècle. La Belgique avait un petit peu récupéré cette partie de l'Afrique. C'était le joyau de son empire colonial. Et la France n'a jamais étendu son précaré, son influence jusqu'au Congo, Congo belge. Et soudain se présente l'opportunité, peut-être, de mordre dans le gâteau congolais, à présent que la Belgique est en train de se retirer depuis la déclaration d'indépendance du Congo le 30 juin 1960. La France, sous l'intuition de Jacques Foccart, le secrétaire aux affaires africaines et malgaches auprès de l'Élysée, pense qu'il y a peut-être moyen de supplanter le régime belge finissant et de tenter de récupérer, pourquoi pas, un peu d'influence, un peu de ces ressources minières que convoitent évidemment les grandes puissances, les États-Unis, l'Union soviétique. Quand on vous lit, on se dit que c'est vraiment le début de ce qu'on a appelé et qu'on appelle la France-Afrique. C'est presque le début. Il y a déjà eu une crise au Cameroun l'année précédente, mais là, pour la première fois, la France envisage, c'est ce qu'on vient de dire, de sortir de son précaré, d'envoyer en précurseur, en élément de reconnaissance avancée, des troupes d'élite qui, peut-être, avec quelques diplomates et quelques espions, réussiront à implanter quelque chose dans un endroit où on n'a pas trop l'habitude de voir des Français. Alors, qui vont-ils soutenir et contre qui vont-ils se battre ? Ils viennent en soutien du régime séparatiste du président Moïse Tshombe, qui a cette sécession qui a été déclarée le 11 juillet 1960. On est un peu moins d'un an plus tard, et l'armée nationale congolaise d'un général nommé Joseph Désiré Mobutu est en train d'essayer de réduire la sécession katangaise. Et la petite armée katangaise séparatiste n'a vraiment pas l'expérience ni l'équipement pour se défendre face à l'armée congolaise. Et là, soudain, peut-être, miracle, avec des officiers d'élite français, elle pourra tenir tête aux soldats congolais. Et qui va se battre aussi, du coup, cette cellule française, si je peux l'appeler ainsi, contre des casques bleus de l'ONU.
Oui, parce que le gouvernement de Patrice Lumumba, l'année précédente, avait appelé à l'aide l'ONU pour rétablir l'unité du Congo, au moment où il y avait un risque d'implosion, d'émiettement de ce pays gigantesque qui fait plusieurs fois la taille de la France. Et ces mercenaires français vont se retrouver confrontés non seulement aux soldats congolais, mais aussi à plusieurs milliers de casques bleus qui se sont déployés dans tout le pays. 16 000 hommes. Hein. 16 000 hommes au total, quelques milliers au Katanga, et l'affrontement est inévitable et il va se déclencher dans les rues même de la capitale régionale qui s'appelle Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi. Lubumbashi au Katanga. Vous dites qu'ils infligent à l'ONU et à ses forces, 16 000 hommes tout de même, une défaite militaire retentissante. Combien sont-ils ces Français? 25. Avec bien entendu des hommes, on imagine, des troupes congolaises ou... Oui, le chef de ce détachement s'appelle Roger Falk, c'est un soldat légendaire dans l'armée française, c'est un survivant de Kaobang en Indochine, il a fait partie de la bataille d'Alger en 1957, il a été incriminé dans des affaires de torture en Algérie, mais il est très connu parce que c'est un spécialiste de la lutte anti-insurrectionnelle, et il a constitué des groupes mobiles qui vont évoluer dans les jardins des villas de colons d'Elisabethville, et armés de mitrailleuses lourdes et de mortiers, et infliger des pertes assez stupéfiantes aux colonnes blindées des casques bleus qui n'avaient pas du tout prévu d'affronter des soldats d'élite. Vous l'avez dit avec des méthodes, vous avez cité la bataille d'Alger, des méthodes de guérilla, de contre-guérilla éprouvées en Indochine, en Algérie, avant de battre retraite sur ordre de la France. Oui. Ces soldats français, ces mercenaires. Oui, après 2 batailles consécutives que les Français pensaient avoir en partie gagnées, ils se rendent compte qu'ils sont désormais un peu persona non grata parce que les Français sont prêts à tout. Roger Falk et ses hommes proposent de pratiquer une politique de terre brûlée, de détruire toutes les installations industrielles pour ne rien laisser aux casques bleus qu'ils considèrent vraiment comme des ennemis sur un plan idéologique. Le régime katangais ne peut pas laisser passer une telle chose, puisque 70% du budget de cet État séparatiste provient de l'union minière du Haut-Katanga, de tout le minerai que ce conglomérat anglo-belge extrait des mines autour d'Elisabethville. Et si vous détruisez les installations minières, il n'y a plus d'État séparatiste, il n'y a plus de régime katangais, etc. Donc progressivement, les Français sont poussés vers la sortie, ce qui va se produire aux alentours de janvier-février 1962, sur ordre de Paris, quand on considère que finalement le risque est trop grand de perdre des plumes dans cette histoire. Combien de victimes dans ce conflit? Combien de morts? Le bilan n'est pas immense, il y a quelques centaines de morts. Un Français a été tué, il s'appelle Romain Vrenacre. Il y a d'ailleurs un mystère autour de sa disparition. Les casques bleus perdent quelques dizaines de soldats, donc c'est pas énorme, mais le dégât matériel est assez lourd, sont assez lourds. Il y a un bilan matériel important. À partir du moment où l'ONU envoie son aviation de combat contre les troupes au sol katangaises, le combat devient vraiment trop inégal, et c'est peut-être à ce moment-là que Paris ordonne à Falk et ses hommes de battre en retraite. Patrice Lumumba est assassiné en 1961. Est-ce que c'est lié à ce conflit du Katanga? Racontez-nous. Patrice Lumumba a été arrêté... Premier ministre à l'époque, héros de l'indépendance congolaise. Tout à fait, il a été arrêté sur ordre du général Mobutu. Il était en fuite à l'époque pour aller rejoindre son fief de Stanleyville au cœur du Congo, de l'actuel RDC. Et quand il se fait déporter au Katanga, tout le monde retient son souffle en décembre 1960, janvier 61, puisqu'il est quasi acquis que Patrice Lumumba ne reviendra pas vivant de cette détention au Katanga. Et c'est ce qui arrive. Il est assassiné le soir même de son arrivée. Et ça va plomber les espoirs de reconnaissance internationale du Katanga, puisque sous couvert d'une haine absolument inexpiable entre les Congolais et les Katangais, la mort de Lumumba jette une lumière sombre sur le projet d'indépendance katangais, qui aurait peut-être réussi avec des soutiens occidentaux s'il n'avait pas commis l'irréparable, assassiné quelqu'un qui était devenu une incarnation de la décolonisation dans toute l'Afrique. À Katanga, Inchi Yetu, Katanga, notre patrie. Il y a aussi l'histoire d'un homme, et c'est d'ailleurs à partir de lui, vous y avez consacré un livre il y a quelques années, un homme qui s'appelle Dag Hammarskjöld, qui est secrétaire général de l'ONU, l'équivalent aujourd'hui par exemple d'Antonio Guterres. Il est en place depuis 8 ans, donc il est suédois, il a 46 ans, et il va mourir le 18 septembre 1961 dans un crash au Congo. Une mort trouble. Oui,
trouble, puisque Dag Hammarskjöld s'est rendu au Congo, à Léopoldville, Kinshasa, pour essayer de régler la crise katangaise. On est en septembre 1961, au cœur de ces combats qu'on vient d'évoquer avec les officiers français. Et il part en mission spéciale dans une petite ville frontalière du Katanga, côté Rhodésie du Nord, aujourd'hui la Zambie, Ndola. Et à l'issue d'un très long vol, son avion arrive en finale au-dessus de l'aérodrome de Ndola et disparaît dans le lointain. Des témoins aperçoivent des lueurs au-dessus de la savane et on retrouve l'épave carbonisée de l'avion 15 heures plus tard. Dag Hammarskjöld est mort, tout son entourage. Il faut savoir que l'ONU est décapitée. C'est une onde de choc à l'époque à travers le monde. Hein. Absolument, c'est probablement le secrétaire général le plus populaire, avec la réputation la plus haute en couleur que l'ONU ait jamais eu. Aucun secrétaire général n'a plus jamais eu une telle influence sur les affaires internationales. Et vraiment, il essayait de régler la crise congolaise qui menaçait vraiment d'exploser à la figure de la communauté internationale en pleine ouverture de l'Assemblée générale à New York. Mais que sait-on, leur accident ou attentat, c'est possible? Pendant 60 ans, 70 ans même, on a la conclusion officielle de plusieurs enquêtes était laisser le doute finalement aux véritables raisons de ce crash. L'enquête a été rouverte en 2016 par les Nations Unies et aujourd'hui la conclusion est peut-être un tout petit peu plus critique. Il est acquis par la commission d'enquête onusienne qu'une agression extérieure a probablement provoqué la chute du DC-6 de Dag Hammarskjöld. Les mercenaires ont-ils été impliqués? Un avion dans la nuit, un Fouga Magister de construction française, est-il intervenu? A-t-il ouvert le feu sur le DC-6 de Dag Hammarskjöld? La conclusion n'est toujours pas tirée. Est-ce qu'on le saura un jour? Ça paraît peu probable. Alors, une histoire tellement incroyable que même des années plus tard, en 1967, le 30 juin, Moïse Tchambé se trouve dans un avion. L'avion est détourné, il se retrouve en Algérie. L'Algérie le soupçonne, on va dire, d'être impliqué dans l'assassinat de Patrice Lumumba. Il est incarcéré. Il mourra d'une crise cardiaque officiellement en 1969 à Alger, ce qui ajoute encore, si je puis dire, au rocambolesque dans cette histoire. Le Katanga, aujourd'hui, est-ce qu'il porte encore les cicatrices de cette guerre oubliée? Le Katanga a dû faire contre mauvaise fortune bon cœur à partir du moment où le général Mobutu devient le président à vie du futur Zaïre, futur RDC, en tout cas le Zaïre rebaptisé par lui. Les anciens dirigeants séparatistes du Katanga, comme les autres, ont dû prêter allégeance au général Mobutu à partir de 1965. Ceux qui refusent de se soumettre seront pendus en place publique en 1966. Les autres disparaissent un petit peu dans la nouvelle unité nationale zaïroise. Et on peut donc dire de ce côté-là que, évidemment, la sécession a vécu, du moins dans beaucoup de têtes. Par contre, l'idée de Katanga, ce nationalisme un petit peu qui demeure un petit peu peut-être dans les têtes, dans les esprits des gens, existe encore. On parle souvent il y a souvent des rumeurs sur ce nationalisme katangais qui perdurerait. Ce qui est sûr, c'est que ce miracle géologique qui est la ceinture de cuivre, la Copper Belt, qui recouvre et le Katanga et la Zambie frontalière, est aujourd'hui convoité par d'autres grandes puissances mondiale. La Chine a désormais pignon sur rue en Zambie et dans cette partie de la RDC. C'est un petit peu une parabole de ce qui est devenu la planète. Ceux qui jadis dominaient ce paradis géologique, les Anglais, les Belges, eh bien, ont laissé place à de nouvelles puissances très ambitieuses. Quel est l'enseignement, selon vous, de cet ouvrage, de cette enquête ? C'est probablement une histoire qui nous révèle un petit peu en creux l'ampleur qu'a pris la guerre d'Algérie pour la France, au moment où il y avait vraiment des rumeurs de guerre civile en France, où le pays se déchirait sur l'indépendance imminente de la future ancienne colonie de l'autre côté de la Méditerranée, et le moment effectivement où à la fin des guerres de décolonisation, des officiers français refusaient encore de capituler, refusaient d'admettre que l'Algérie allait être perdue. Et la France a joué la carte aussi de l'anticommunisme à l'époque, en pleine guerre froide. C'est la carte jouée. Le Katanga, bastion de la lutte anticommuniste. C'est la carte jouée par toutes les capitales occidentales. Le Katanga paraissait être un futur allié prometteur au cœur d'un continent qui était convoité par toutes les grandes puissances. Et bien évidemment, ce projet a fait long feu. Merci beaucoup, Morin Picard. Je rappelle le titre de votre livre, Katanga, avec un point d'exclamation, la guerre oubliée de la France-Afrique contre l'ONU. Katanga, Inchi et tout Katanga, notre patrie. C'est aux éditions Perrin. Merci à vous.